Donc, seconde vidéo, j'ai mon téléphone qui fait des bugs, je dirais. Seconde vidéo, prière, louange, témoignage, l'éthique, la déontologie et le code d'honneur. Et je poursuis sur l'éthique. C'est propre à chaque individu, défini par ton éducation tout au long de ta vie. Tu vas te construire un ensemble de valeurs. Ces valeurs vont définir ton éthique, c'est ton code moral à toi. Et ce code moral, bien sûr, d'autres peuvent aussi s'y retrouver. Généralement, vous vous y retrouvez tous. Et c'est pour ce motif-là que vous avez choisi de faire ce métier-là. C'est pour ce motif-là que dès l'enfance, vous aviez eu une fibre, bien souvent, à porter aide ou à porter secours aux individus ou à ne pas rester insensible face à la souffrance des individus et à vouloir les aider. Et il y a un facteur ou un élément déclencheur qui va faire prendre conscience de ce besoin voilà, de faire changer les choses, de venir de venir en aide à des individus. Et, euh, et donc c'est ça, tu te l'es construit depuis que tu étais tout petit. Et, euh, et tous les cercles, que ce soit cercle familial, que ce soit cercle amical, que ce soit cercle social, euh, vont t'aider à construire cette éthique et qui fera de toi quelqu'un d'engageant dans tout ce que tu réalises. La déontologie. La déontologie est l'ensemble des codes de valeurs, de conduite propres à une profession, à un corps de profession. La déontologie, selon le métier qu'on exerce, bien souvent, il y a un texte. Je ne veux pas utiliser le terme sacré, parce que sacré, c'est un mot fort, mais il y a un texte officiel à ce corps de métier qui sert à poser le cadre institutionnel dans lequel les professionnels sont amenés à déployer leur activité et à quelle valeur dans ce corps de métier se rattachent toutes les activités qui sont exercées. Quel est l'enjeu, quelle est la mission, quelles sont les activités. Ça pose aussi une forme de cadre législatif, dans quel et cadre réglementaire, dans quel contexte cet exercice professionnel s'effectue. La déontologie est propre à un métier, à un corps de métier. C'est l'ensemble des règles qui vont régir ce corps de métier. Voilà. Le code d'honneur. Oh, ça, c'est un terme fort qu'on entend souvent dans les films, hein. Le code d'honneur. Qu'est-ce que... bon, je vais décortiquer. Le code, derrière le terme code, il y a aussi l'idée d'un esprit, un ensemble de valeurs souvent écrites, souvent écrites, voilà, sur laquelle que l'individu va suivre. Voilà, un code, que ce soit le code du travail ou code, je prends des exemples comme ça, mais un code régit les relations, les interactions entre les individus. Quand on utilise le terme code d'honneur, c'est un terme très très fort. L'honneur, derrière l'honneur, on peut y trouver pas mal de mots en termes d'étymologie. Derrière l'honneur, euh, il y a une résonance, il y a l'honnêteté, l'honneur. J'entends derrière le terme honneur, j'entends l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est cette capacité à rester droit, à rester honnête, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, et quelles que soient les circonstances. C'est ça l'honnêteté, c'est d'être vrai en toute situation. Derrière l'honneur, on peut aussi de manière à contrario, trouver le terme dans le HON, honte. Honte, la honte est finalement le déshonneur. Le déshonneur
c'est lorsque justement, lorsque cette honnêteté finalement est remise en cause. Le déshonneur, mais le terme déshonneur est fort parce qu'il faut pouvoir le démontrer. Euh, on, on ne peut pas accoler le terme déshonneur à un individu pour n'importe quel motif que ce soit. Il faut véritablement que ce soit fondé parce que le terme déshonneur et comme le terme honneur renvoie à l'individu et à sa propre conscience. Voilà. Tu as l'honneur, tu as cette fierté de ce que tu es parce que tu le sais en ton âme et conscience que ce que tu fais correspond à tes valeurs et tes principes. Et c'est ça qui fait ton honneur. C'est ça qui fait que tu peux garder la tête haute en toute situation. Le déshonneur se voit par la honte. Finalement, c'est pas tant le crime que l'on te reproche qui fait ton déshonneur, c'est finalement ta réaction à toi qui fait ton déshonneur. C'est dans ce sens où euh, on peut t'accuser d'un crime, mais si ce crime, tu sais pertinemment que tu n'es pas en faute par rapport au crime qu'on t'impute, euh, tu n'auras pas de déshonneur parce que tu n'auras pas de honte et que ça se verra au regard des gens que tu n'as pas de honte. Si c'est totalement infondé et totalement faux, tu n'auras pas de honte. Tu resteras droit comme comme tu l'as toujours été. Et de ce fait, comme il n'y aura pas de honte, il n'y aura pas de déshonneur. Et ça se verra. Finalement, c'est l'individu soi-même qui crée la situation de déshonneur. Parce que qui laisse apparaître finalement sa culpabilité. Les déshonneurs arrivent par la culpabilité. Culpabilité peut-être de ne pas avoir fait une action qu'elle devait ou il devait faire. Culpabilité de ne pas être mieux ou peu importe le motif pour de l'individu. Ce qui en ressort derrière, c'est que le code de l'honneur finalement et dans la question de l'honnêteté, l'honnêteté c'est d'être vrai en toute situation et finalement étymologiquement on trouve le terme honte, la honte revient à une forme de déshonneur et donc le déshonneur c'est pas tant ce, cette ignominie que la société civile va pointer sur toi parce que tu aurais été accusé d'un crime infâme. Euh, le déshonneur arrive lorsque tu laisses apparaître ta honte et donc ta culpabilité. Et donc ta culpabilité. Il y a des situations qui peuvent être très complexes à cerner dans je dirais, l'effet de honte, puisque finalement, peut-être que l'individu est innocent du crime qu'il est accusé, mais il va être coupable sur d'autres aspects. Quand j'ai coupable, il va s'en vouloir. L'individu va avoir des remords sur d'autres aspects qui va donner le sentiment qu'il est dans la honte et alors qu'il n'est pas dans la honte. Et ça va créer, tout est dans la perception des choses, ça va créer un sentiment de déshonneur. Il n'est peut-être pas coupable du crime qui lui est imputé, qu'on souhaite lui imputer, mais il est coupable finalement de se sentir honteux. Voilà. Pour aborder pour amorcer donc sur ces trois thématiques que sont l'éthique, la déontologie et le code de l'honneur. Le code de l'honneur. On grandit tous avec des super-héros ou des personnalités qui vont imposer pour nous une forme de respect. Une forme de respect en se disant que tiens, c'est cette personne-là, les valeurs dont il défend
ben, ça correspond à mes valeurs, à mes valeurs. Et je pense que toi aussi, quand tu étais petit ou plus jeune, tu avais comme ça des personnages qui représentaient ce que tu voudrais être. Euh, et, euh, et, et ces personnages-là, mine de rien, donne qui donne une impression comme ça voilà, euh, d'événements sans importance. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, tu sais pourquoi non? Parce que ces personnages-là recherche dans ta mémoire, quand tu étais beaucoup plus jeune, quel était le personnage dont tu avais, voilà, tu avais de l'admiration. Tu verras qu'aujourd'hui, bien souvent, tu n'es pas loin du personnage que tu as admiré, et notamment dans les valeurs pour lesquelles tu admirais ce personnage. Euh, Dans ce sens où, voilà, on a quand même, on a des représentations comme ça où on se dit, ah ben moi, dans cette situation-là, ben, lui, il a du courage. Et dans cette situation, ben, j'aurais aimé avoir ce courage-là, d'avoir cette personnalité-là, mener, mener, mener les luttes, voilà, comme ce personnage-là. Euh, et cherche dans ta mémoire qui est-ce qui pour toi représentait voilà, ce personnage-là. Et tu vois, moi quand j'étais plus jeune, parce que ce ne soit pas, mais je, je suis, je suis plus âgée. Je suis plus âgée. Je pense que je fais pas mon âge, mais je suis plus âgée. Et donc, quand j'étais plus jeune, j'étais fan d'un film. Mais quand je dis j'étais plus jeune, mais en fait non, ben, en fait j'en suis toujours un peu, je suis toujours fan de ce film. Je trouve que le scénario a été super bien écrit. Et moi, ce que j'appréciais dans ce film, c'est l'allégorie. L'allégorie. Et l'allégorie, c'est finalement les valeurs ou le message que veut faire passer ce film ou cette histoire. C'est quelle est la morale? C'est ça une allégorie. Quelle est la morale derrière? Euh, et, euh, et donc, et donc le film que moi j'appréciais particulièrement, c'était le film Gladiator. Je ne parle pas des nouvelles versions, certaines qui sont très hard. Je parle du vrai film de Ridley Scott. Et ce que j'apprécie dans ce film, euh, c'est le personnage, bien sûr, de Russell Crowe, que je trouvais extraordinaire. Je trouvais ça extraordinaire qu'un homme puisse être campé comme ça dans ses valeurs, dans son code de l'honneur, dans ses principes. Et, et il n'y déroge pas. Il n'y déroge pas. Même la scène du début où il s'aperçoit que le roi a été tué et il comprend très vite que c'est son fils qui l'a tué. Et dans la logique, pour lui, il doit arrêter le fils qui a tué le roi. Mais sous Rome, euh, le Rome ne fonctionnait pas comme ça dans l'Antiquité. Et, euh, et donc, et il y avait aussi pas mal de corruption, pas mal de connivence. Et, euh, et donc ce général qui était fidèle à son roi, qui vient de mourir, avait cette réaction de vouloir faire arrêter donc le meurtrier, puisqu'il savait pertinemment que le roi allait très bien il y a quelques minutes. Et après avoir vu son fils, le roi est décédé. Et, euh, et donc, en fait, ce grand commandant va faire le choix, et il sait pertinemment qu'il prend le péril pour sa propre vie,
il va faire le choix de maintenir son positionnement et refuser de, je ne sais plus si c'était embrasser ou en tout cas il fallait faire un baiser sur une marque de fidélité au nouveau roi. Il fallait montrer le respect au nouveau roi, comme s'il l'acceptait, il devenait fidèle au nouveau roi. Et je crois qu'il a refusé à ce moment-là, il a refusé de le faire. Euh, et donc, euh, ce personnage-là, je disais donc, ce personnage-là, commandant, euh, à qui prend conscience en fait de la réalité de ce qui vient de se passer et qui reste positionné en sachant très bien en sachant que sous l'Antiquité, dans cette période, eh ben, il y aurait une répercussion derrière assez importante. Et, et, et pour le futur roi avait ordonné qu'on le supprime ainsi que sa famille. Ainsi que sa famille. Mais le commandant est resté figé sur ses positions. Il n'a pas dérogé à ses positions et il est resté ferme. euh, il est resté ferme sur ses positions. Euh, Extraordinaire. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que bien souvent, lorsqu'on est confronté comme ça à des situations particulièrement complexes, là, c'est même plus qu'il est sur du sable mouvant, là, il est quasiment totalement enseveli. Et, comment va-t-il faire pour se sortir? Le seul moyen pour lui de se sortir de là, c'était de prêter allégeance au nouveau roi, ce qu'il a refusé de faire. Ce qu'il a refusé de faire. Soit il a une foi extraordinaire, à ce qui est possible. Il avait une foi extraordinaire, euh, soit c'était un homme d'honneur. C'était un homme d'honneur et un homme d'honneur ne déroge pas à ses principes et à ses valeurs. Euh, Sinon, au risque de s'y perdre lui-même. Euh, et donc, l'allégorie de ce film, l'allégorie de ce film, donc c'est de se dire que après il va devenir esclave. Et le commandant devient esclave. Et dans ces temps-là, l'esclavage consistait à faire combattre des esclaves entre eux, qu'ils s'entretuent dans l'arène pendant que les citoyens voilà, sont, sont heureux de voir. À l'époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, si vous voulez, dans le comparatif qu'avait fait Pierre de Coubertin, euh, aujourd'hui, le sport représente cette forme d'arène qu'il y avait auparavant. Le sport d'aujourd'hui, le football notamment, le football est représentatif de l'arène qu'il y avait auparavant. Avant, c'était des hommes qui mettaient dans une arène pour qu'ils s'entretuent. Aujourd'hui, on est dans des sociétés civilisées. C'est un ballon et des individus qui jouent dans un ballon, mais dans une forme aussi, bien souvent, d'arène, quand on regarde les comportements finalement des personnes autour, on s'aperçoit qu'effectivement, effectivement, il y a cette volonté d'en découdre qui est assez prégnante. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Donc ce commandant devient esclave. Esclave, il se retrouve avec des individus qu'il ne connaissait pas avant d'être esclave. Euh, et il va faire avec ces individus-là, et avec ces individus-là, il va combattre, puisque les combats se faisaient en équipe, et il va combattre. Et ces individus-là, qui ne connaissaient pas, ils se retrouvent dans la même galère, ils se retrouvent dans le même enjeu, ils se retrouvent dans le même risque pour leur vie, pour leur vie.
et ils vont faire corps, ils vont faire solidarité, de sorte à pouvoir se sortir de là. Quand je dis corps, c'est au sens figuré, c'est dans le sens de que ils mènent là le même combat. Et de toute manière, si ils veulent sortir de l'arène, il va falloir une tête pensante, il va falloir quelqu'un qui soit agile de ses mains, il va falloir quelqu'un, dans le terme corps, c'est comment utiliser les capacités de plusieurs individus pour arriver voilà, à faire face ensemble face aux attaques physiques réelles dont ils avaient voilà, à faire face. Et il n'y avait pas que des attaques d'hommes. À cette époque, ils mettaient même des animaux dans les arènes, quoi. Et ces individus qui sont esclaves, recherchent la liberté. La liberté. Des individus qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas du tout la même origine, vont devenir les uns pour les autres comme une famille, plus qu'une famille même, euh, pour se sortir des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Sortir ici. Bon, je pense que c'est un film que généralement la plupart des personnes ont déjà vu. Je ne parle pas des nouvelles versions, mais de cette version-là. Le code de l'honneur de cet homme était incroyable. Et lorsque, dans le scénario du film, il se retrouve face à l'homme qu'il cherchait, face à ce roi qui a mis fin à la vie de son roi à lui, euh, et ben, il ne déroge toujours pas. Il ne déroge pas lorsque le nouveau roi lui demande en plein milieu de l'arène, et il est censé mener une action qui montre qu'il est en respect au roi, et n'y déroge pas. Il n'y déroge pas. Et que va faire le nouveau roi? C'est il va être, ils vont avoir à lutter, puisque à cette époque, les très bons esclaves, étaient mieux considérés que, que les gens de la royauté. C'est-à-dire que ceux qui étaient très bons au combat étaient des véritables stars, adulés, adulés et avaient autant de pouvoir parce que le pouvoir venait de la population, du peuple. Or, celui que le peuple aimait euh, était adulé voilà, au plus haut. Et donc était quasiment intouchable parce qu'il était adulé au plus haut. Et, euh, et donc, euh, et donc au moment où il devait montrer ce signe de respect au nouveau roi, une seconde fois, il ne l'a pas fait. Et quelle réaction perverse et pernicieuse du roi. Euh, il lui a donc expliqué quel est le sort qu'il a réservé à son épouse et à son fils. Le commandant est resté euh, d'un calme incroyable, d'un calme incroyable. Mais il est resté d'un calme incroyable parce que derrière, il avait pas cette nouvelle famille, ça ne remplacera jamais sa famille, mais il avait ces hommes qui comptaient sur lui. Et la moindre mauvaise action de sa part, c'était assurément la mort de tous. Et donc il va patienter, il va attendre le moment où il sera directement confronté à lui, où ils auront à lutter l'un contre l'autre. Et, euh, et pour anticiper cela, je termine très rapidement, pour anticiper ça, le nouveau roi donc, a fait en sorte, avant ce combat, parce qu'il savait qu'au niveau de la force, il n'avait pas la force physique de combattre face à lui, avant ce combat, il va faire en sorte de lui planter
Je ne sais pas si c'est un couteau ou en tout cas quelque chose de suffisamment tranchant pour pénétrer à l'intérieur de son corps et faire des dégâts, mais tout en, tout, tout en ce que il a fait en sorte que ça soit quand même pas trop visible. Donc il l'avait déjà blessé avant le combat. Il est parti au combat en étant déjà un homme blessé. Le combat était déjà truqué, était déjà truqué par avance. Extraordinaire. Là, c'est c'est le genre de personnage, voilà, que je pense qu'il y a des individus qui ont comme ça cette personnalité à ne pas déroger à leurs principes et à leurs valeurs, à avoir ce code de l'honneur renforcé, ancré en eux, qui fasse que, qui fasse que ils tiennent bon. Peut-être avoir aussi une foi extraordinaire. Je pense qu'il fallait avoir une foi incroyable. Et incroyable était ce commandant des armées. Donc, là, c'était pour vous donner un exemple je trouve que c'est assez emblématique des sujets abordés sur l'éthique, la déontologie et le code de l'honneur. L'éthique, c'est l'ensemble des valeurs qui étaient propres à cet individu. La déontologie, c'est les règles propres à son métier. Si on considère que le fait d'être gladiateur à cette époque-là était considéré comme un métier, il gagnait de l'argent de ses luttes, c'est l'ensemble des valeurs, des codes de valeurs à respecter, voilà, dans le métier exercé. Et puis le code de l'honneur, c'est à la fois l'éthique et la déontologie. C'est ce sur quoi, qui permet à l'individu de garder la tête haute, de garder la tête haute en toute situation. Voilà, car le déshonneur, c'est la honte et l'ignominie. Il y a des métiers, concrètement, là, on est sur la sécurité intérieure. Il y a des métiers sur lesquels on a souvent des doutes. On a des doutes on a des doutes sur l'intégrité. On a des doutes sur l'éthique. Après, la déontologie, c'est propre à un métier, donc c'est différent, mais sur l'éthique. Et ça implique aussi le respect d'une forme de code de l'honneur. Après, est-ce que chacun collectif fonctionne différemment et voilà. Est-ce que les collectifs ne se construisent pas aussi des codes d'honneur respectifs propres à leur collectif, propres à leur section? Quand un collectif, les individus, voilà, sont soudés et peuvent après construire un fonctionnement ou avoir un fonctionnement qui est bien loin des fonctionnements traditionnels et même ne même pas respecter finalement leur code de déontologie. On a pu le voir sur certaines équipes de forces de l'ordre qui ont été dissoutes parce qu'il y a eu pas mal de dénonciations sur les faits exercés voilà, par cette équipe, notamment je crois que c'était l'année dernière, dans le 93. Il y a l'éthique, la déontologie et les codes de l'honneur. Vous faites un métier où vous avez cette possibilité de rentrer au domicile des personnes. Au domicile des personnes, on y trouve plein de choses, on trouve tout. On voit, je pense que les policiers, c'est encore pire. Il est possible de tout voir. Et sans même avoir à demander, finalement, puisque voilà, par cette possibilité de perquisition, ça donne cette possibilité de pouvoir fouiller pour recueillir les informations souhaitées. Et donc, il y a la possibilité d'accéder parfois il y a des prises assez importantes, prises tant en matière de drogue, prises en matière d'armes à feu, prises en matière également d'argent. Lorsqu'un policier gagne
il gagne un peu plus que le SMIC pour vivre. Il est débutant, voilà, il démarre et, il est confronté à des saisies parfois, ou à des saisies incroyables, où c'est des grosses sommes parfois qui sont saisies. Et, euh, et à côté de ça, il y a des équipes qui sont en difficulté, sont en peine pour pouvoir terminer le mois, ou sont en difficulté dans leur foyer. Soit le collectif est particulièrement sain, ça veut dire qu'il y a un commandant derrière ou un capitaine qui est particulièrement sain, équilibré et qui a un code de valeur hyper renforcé pour éviter tout détournement. Soit le collectif se construit son propre code de fonctionnement. Et son propre code de fonctionnement, ça va être de faire en sorte que ce collectif-là soit bien, ce qui peut souvent amener à des dérives. Et les dérives, c'est la corruption, c'est des dérives, c'est lorsque la police elle-même ne fait plus son travail de policier, mais que la police sert ses propres intérêts personnels. Et donc, on arrive à des situations, à des dérives importantes, ou à des escalades, je dirais escalades dans dans les mauvaises actions qui complexifient voilà, les prisons, qui complexifient les prisons, les investigations, qui complexifient les relations avec les citoyens, puisque les citoyens doivent être dans la confiance. Or, ce type d'action, ce type de comportement ou les doutes est mis sur les équipes, font que parfois tout un corps de métier qui est sanctionné, euh, parce que le doute est mis après sur tout le corps, sur, sur toute la profession globalement. Ce qui veut dire que ce que toi tu fais impliquera forcément ce qui arrivera aussi pour tes collègues. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Que ce soit la possibilité de pouvoir détourner de l'argent. Euh, je, je, je ne sais pas, il n'y a pas que dans la police, hein, sauf que dans la police ou dans la gendarmerie, vous ramassez, je dirais, des très grosses sommes d'argent, et qui peuvent euh, ouvrir à la tentation de pouvoir dissimuler une partie des sommes pour soi-même bien vivre. Et quand la police ne fait plus en sorte voilà, de respecter l'ordre et la loi, l'ordre, euh, bon, c'est la défiance de l'autre côté. Et comme c'est la défiance de l'autre côté, euh, notamment sur les jeunes, euh, bah, c'est une rencontre qui est, voilà, c'est des oppositions parce que la parole et que l'honneur, le positionnement du policier n'est plus ce en quoi le jeune croyait. Euh, donc c'est important de se dire que les actions que vous mènerez, auront des répercussions après. Euh, une équipe de la BAC ou une équipe voilà, de toute autre unité repérée comme étant voilà, exerçant des pressions ou ayant des actions plutôt des actions illégales, euh, ce sont des équipes qui après donneront, je dirais, une mauvaise image du corps de profession. Donc ce que tu fais impactera l'ensemble des professionnels de ton corps de métier. Et ça, faut pas l'oublier. L'éthique, ce sont tes valeurs. N'oublie pas tes valeurs. Euh, Lorsque tu es dans une équipe, tu peux être confronté dans une équipe où voilà,
tu vas avoir des collègues, peut-être même lors d'une saisie de chiche, d'hachiche ou voilà, de shit. Ben, tu vas avoir des équipes où une partie, ils vont se servir dedans. Euh, voilà. Donc, si tu suis, si tu suis pas, si tu suis pas, de toute manière, tu resteras pas très longtemps dans l'équipe. Et si tu suis, tu es mal parti. Donc, c'est pour ça qu'il y a une thématique qui va arriver sur la corruption. Euh, donc, j'imagine bien hein, la complexité de la situation dans laquelle ça peut amener. Euh, lorsque soit on veut bien faire son métier et que le fait de vouloir bien faire son métier va déranger ceux qui sont là depuis des années et qui ont réussi à détourner le système, alors que toi tu veux faire ton métier bien comme il faut, mais en fait les autres ne veulent pas que tu fasses ton métier bien comme il faut. Ils veulent que tu fasses comme eux, de sorte à ce qu'on ne voie pas la différence. Or, si tu fais comme eux, et ben en fait, ça ne correspondra pas au métier que tu souhaitais faire. Et donc, dans tous les cas, tu es sur du sable mouvant. Et dans tous les cas, tu vas devoir prendre un positionnement qui va déranger. Et comme tu vas prendre un positionnement qui va déranger, ça aura des effets derrière assez importants. Euh, des répercussions, ça peut aller de la pression qui peut être mise à ton encontre, voilà, sous différentes formes, hein, sous différentes formes. Et donc, et donc voilà, donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte. À prendre en compte. C'est très facile de dire, oh ben, eh ben, il faille dénoncer, mais en fait, tu peux pas dénoncer une équipe de professionnels et de collègues, sauf à prendre le risque derrière à ce qu'il y ait des répercussions particulièrement graves et sous toute forme pour toi. Je vais l'aborder dans un prochain sujet. Je pense que vous, plus que beaucoup d'autres métiers, vous êtes, euh, vous êtes sur du sable mouvant et pour la plupart, vous avez certainement compris que la situation dans laquelle vous êtes, euh, c'est particulièrement complexe. Particulièrement complexe. C'est comme lorsque vous êtes dans un lieu particulièrement hostile, où vous êtes sur du sable mouvant, et peu importe le pas où vous faites, attention, euh, si vous faites un mauvais pas, euh, voilà, vous serez enseveli. Euh, et ben, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est la situation. Et je l'ai dit précédemment, je l'ai dit, quand on est sur du sable mouvant et qu'on n'a pas tous les éléments d'information, on ne bouge pas. Il ne faut surtout pas bouger. Et quand je dis ne pas bouger, c'est de faire un mouvement qui lié notamment à une montée d'inquiétude ou voilà, de tension qui finalement vous desservira plus qu'autre chose. Il faut suffisamment analyser la situation, repérer, prendre tous les éléments d'information pour pouvoir après se positionner. Pour pouvoir se positionner, il faut recueillir tous les éléments d'information. Et après, lorsque tu as tous les éléments d'information, tu peux prendre une décision éclairée, mais éclairée en prenant en compte tous les aspects en compte. Parce que la pression, lorsque notamment vous êtes avec des collègues qui ont cette possibilité, ce poids de pouvoir faire mettre la pression également, que ce soit vous ou membres de l'entourage, je vous dis, oh là là, c'est
j'imagine la situation et je me dis que c'est même plus du sable mouvant pour l'individu qui se trouve dans cette situation-là. Ce serait comme le commandant, parce qu'en fait, l'individu qui se retrouve face à une situation où il est au sein d'un collectif, où, il constate qu'il y a des faits, il y a des faits illégaux qui se produisent dans, dans ce collectif, et qui n'a pas la possibilité de dire. Et s'il ouvre la bouche, il sait pertinemment qu'il y aura des répercussions importantes de la part de ses collègues, que ce soit sur lui directement ou que ce soit sur sa famille, même sur sa famille, pour que la pression, pour qu'il baisse, pour qu'il laisse tomber, pour qu'il laisse tomber. Ainsi mettre la pression sur la famille. C'est aussi, et pour un corps de policiers qui ont aussi cette possibilité, ces moyens, de manière facile de le faire, de manière facile de le faire, et ça peut se traduire, et vous le savez pertinemment, notamment par pas des arrestations, mais parce qu'il faut une décision pour, pour une décision judiciaire pour une arrestation. Mais ça peut être notamment le fait de se présenter au domicile sans aucune autorisation ou sans aucun motif réel, simplement pour faire comprendre qu'ils existent et que derrière, ça revienne à l'oreille de la personne directement concernée, qu'ils existent et que ça ne va pas se passer, ça ne sera pas aussi simple que ça. Les pressions peuvent être diverses et variées. Euh, et, et, et donc c'est particulièrement complexe. C'est pourquoi l'agent qui se décide de parler rompt finalement ça peut être un code d'honneur quand c'est dans un collectif, hein, si le collectif a défini lui-même son code de l'honneur, c'est-à-dire que l'agent qui attend trop longtemps pour oser parler, pour oser dire les choses, aura de plus en plus de mal à se sortir de ce guépier. S'il n'a pas parlé dès le début, s'il parle après, il est, il est en danger. Il est en danger, clairement. Il est en danger. J'aborderai ça dans une autre vidéo, justement, sur le positionnement. Le positionnement. Lorsque, comme ça, vous êtes confronté, vous pouvez être confronté à des situations assez explosives et dangereuses pour vous, où finalement vos collègues sont potentiellement un danger et que les moyens de recours ne vous permettent pas de véritablement assurer votre protection. Et il faudrait qu'il faille que vous puissiez tomber sur le bon interlocuteur, la bonne interlocutrice qui va pouvoir vous aider le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Voilà. Vaste sujet, hein. C'est un vaste sujet qui est très complexe, hein. Très complexe parce que c'est un sujet qui serait c'est facile à dire, mais sur le concret à le vivre, je pense que pour ceux qui ont dû le vivre, euh, vous savez pertinemment que c'est soit le policier ou l'agent laisse tomber, laisse tout tomber, euh, soit ça sera pression sur pression, et qui sera exercée de toutes parts. Elle sera exercée de toutes parts parce que la police a cette légitimité légale qui fait qu'ils peuvent demander que des actions soient menées
et donc qui peut avoir des effets assez voilà, pernicieux. Éthique, déontologie, code de l'honneur. Code de l'honneur. L'honneur, c'est ce qui importe, je dirais, c'est ce qui importe énormément. Le sentiment de honte est ce qui peut te trahir. Et le sentiment de honte, c'est véritablement à l'intérieur de toi et que tu feras ressortir de toute manière. Si véritablement tu n'es pas en confiance, tu n'as pas été vrai, tu auras ce sentiment, de honte. Donc c'est une situation complexe, c'est pour ça que ça nécessite plusieurs vidéos, je pense, pour creuser sur ce sujet qui demande de prendre une position compliquée, mais une position qui est nécessaire. Parce que ce que tu fais aujourd'hui aura de l'impact sur ton avenir et notre avenir de manière globale. Et tes choix, tes prises de position ou pas auront un impact sur notre avenir. C'est pourquoi je poursuivrai cette thématique plus tard. Seigneur mon Dieu, je vais terminer par une petite prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ce temps de prière. Je te remercie, Seigneur. Là où tu es, Seigneur, ta présence est parfaite. Ta présence réchauffe les cœurs. Ta présence apporte joie et bonheur. Tu es bon pour ceux et celles qui croient en toi, Seigneur. Seigneur, je voudrais prier, Seigneur, pour tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont décidé de s'investir, de s'engager pour venir en aide à d'autres individus. Je voudrais prier parce que tu sais qu'il n'y a aucun métier qui peut assurer cette transparence, cette éthique irréprochable, Seigneur. Dans tous les corps de métier, il y a des bons, il y en a aussi qui font différemment. Mais Seigneur mon Dieu, toi tu touches les cœurs, Seigneur, tu touches les cœurs et tu permets à ce qu'il puisse se produire le changement d'âme, le changement de cœur, Seigneur, qui fasse que l'individu renaisse véritablement, c'est-à-dire rentre dans un processus de changement véritable. Seigneur mon Dieu, je voudrais prier pour que tu puisses intervenir, Seigneur, dans le cœur de ceux qui regarderont cette vidéo. Je voudrais prier, Seigneur, pour que tu puisses apporter de l'aide, Seigneur, ton aide à ceux qui sont dans cette difficulté, Seigneur, à ceux qui ne peuvent pas parler de peur de la pression, Seigneur. Je voudrais prier, Seigneur, pour que tu puisses donner les moyens pour que des hommes et des femmes puissent rester intègres en toute situation, Seigneur, parce qu'ils n'auront pas point de crainte sur le domaine personnel, Seigneur. Seigneur, agis pour que tous et toutes puissent être solidaires dans toute situation, pour que la valeur humaine prime au-dessus de tout. Sois béni éternellement, Dieu, pour ce que tu feras. Amen. Bon, je vous souhaite de passer une bonne soirée éthique, déontologie, code de l'honneur. C'était la seconde vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà.